C'est au niveau de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois que débute le circuit du Paris des horloges. C'est en l'honneur de Saint-Germain, évêque d'Auxerre, que le nom a été donné à cette église qui servait d'église à la dynastie des Valois lorsque ceux-ci se sont décidés à quitter le palais de la Cité pour habiter le palais du Louvre. Le palais du Louvre qui est tout proche, même si la colonnade a été rajoutée plus tard par Louis XIV. Cette église est pour toujours associée à un épisode tragique de l'histoire de France, puisque dans la nuit du 23 au 24 août 1572, son tocsin a sonné, déclenchant le signal du massacre de la Saint-Barthélemy, massacre des protestants par la Ligue catholique. Il y eut alors des fleuves de sang dans Paris. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois a plusieurs fois échappé à la destruction. À la Révolution française, elle est transformée en magasin de fourrage, puis en imprimerie. C'est le célèbre architecte Viollet-le-Duc qui la restaure sous le règne de Louis-Philippe Ier. Sous le Second Empire, le préfet de Paris, le baron Haussmann, demande à l'architecte Jacques Hittorf de construire la mairie du 1er arrondissement dans un style qui s'inspire de l'église. On construit également un campanile entre l'église et la mairie. Le campanile est construit par Théodore Balue de 1858 à 1863. C'est une structure en fer recouverte de pierre, de style gothique, et qui abrite le carillon. Voici la première horloge que nous croisons, celle du campanile de Saint-Germain-l'Auxerrois. Nous allons tourner sur la droite dans la rue Perrault. Avouons que la façade de la mairie du 1er arrondissement est tout simplement splendide. Engageons-nous dans la rue Perrault jusqu'à la rue de Rivoli. Après avoir traversé la rue de Rivoli, nous allons nous engager dans la rue de l'Arbre Sec. Vue sur la rue de Rivoli, vers l'ouest et vers l'est. Au bout de la rue de l'Arbre Sec, on aboutit rue Saint-Honoré. Donc nous tournons dans la rue Saint-Honoré, mais aussitôt à droite dans la rue Sauval. Par la rue Sauval, nous arrivons dans le quartier des Halles. Devant nous, la silhouette de la bourse de commerce. La bourse de commerce est en restauration. De même que la colonne astrologique ou colonne Médicis, que vous pourrez voir dans d'autres de mes films. Le Paris moderne a tout emporté. Dans le coin, Catherine de Médicis s'était fait construire un hôtel.
Il a été détruit en 1748. Dans les derniers temps de sa vie, Catherine de Médicis s'était un peu retirée de la cour dans cet hôtel et elle aimait beaucoup entendre des prévisions astrologiques. Cette tour était peut-être justement une tour destinée à cet usage. Quand il sera sorti de sa gangue d'échafaudage, l'édifice sera dans toute sa splendeur. Le jardin Nelson Mandela est en devenir. L'église Saint-Eustache a été construite de 1532 à 1640. Le plan est celui d'une cathédrale gothique, mais la décoration est Renaissance. L'église mesure 100 mètres de long, 43 de large et 33,5 de haut. Nous arrivons au niveau de la place René-Cassin. L'édifice est en rénovation. Cette sculpture moderne s'intitule « Écoute ».
Le nom de Saint-Eustache vient d'un commandant romain, du nom de Placide. Lors d'une chasse, il reconnut Jésus-Christ. Il se fit baptiser sous le nom d'Eustache. Sa vie et celle de sa famille est parsemée d'épreuves. L'empereur Hadrien le mettra à mort, mais sa foi perdurera. L'église Saint-Eustache fut longtemps considérée comme une église royale du fait de sa proximité avec le Louvre. La hauteur de la nef surprend. Les clés de voûte. Les travaux de construction de l'église sont de Charles David et François Petit. Ils ont été financés par Colbert. Pour la rénovation. Dans le bas-côté gauche. Une Pietà, Vierge de douleur.
cœur qui nous anime. Le déambulatoire. Le mausolée de Jean-Baptiste Colbert est dû à Coisevaux. L'église a subi un important incendie en 1844. Les travaux de reconstruction ont été menés par Victor Baltard. Rue Montmartre. Mais c'est la rue Montorgueil que nous allons emprunter. C'est pas là. Cette rue Montorgueil est réputée pour ses commerces. On croise et on franchit la rue Étienne Marcel. Dans le prolongement de la rue Étienne Marcel, on aperçoit la statue de Louis XIV, place des Victoires. On poursuit rue Montorgueil, rue Tiquetonne, la rue Montorgueil, c'est un peu l'équivalent de la rue Mouffetard, qui est sur la rive gauche. À cet endroit se trouve depuis 1730 la pâtisserie Storer. Storer était le pâtissier cuisinier de Stanislas Leczinski, duc de Lorraine. Lorsque sa fille Marie Leczinska épousa le roi de France Louis XV, il l'a suivie jusqu'à Paris et fonda cette pâtisserie. On tourne sur la droite dans la rue Saint-Sauveur.
On tourne sur la gauche, dans la rue Dussou. On rejoint la rue Réaumur. Empruntons cette rue sur la droite jusqu'au boulevard de Sébastopol. Et encore une horloge sur notre circuit. Élément de décoration du zodiaque. On franchit la rue Saint-Denis et l'on s'approche du boulevard de Sébastopol. Encore une autre superbe horloge. La gare de l'Est. On poursuit dans la rue Réaumur. Ici, le musée national des techniques. On tourne dans la rue Saint-Martin, sur la gauche. On se retrouve devant la façade de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. On contourne l'église par le flanc rue Curin-Gidrenne. C'est en réalité Cunin-Gridenne. Mes yeux m'ont trahi. Cette église est dans un grand état d'abandon. Voici une porte magnifique et qui le serait encore plus si elle était décrassée. Il y avait ici un cadran solaire déclinant du matin, avec une inscription « Sol momenta Nicolos mores », le soleil règle nos heures, Saint-Nicolas nos mœurs. On continue sur la gauche par la rue de Turbigo. Quartier des arts et métiers. Tout droit. Les hommes sont cons. N'était-il pas juste de donner le nom de Vaucanson à cette rue associée aux arts et aux techniques? C'est Vaucanson qui a inventé des automates au XVIIIe siècle. Les bâtiments sont imposants dans le coin. C'est dans le musée des arts et métiers qu'est installé le fameux pendule de Foucault. C'est même très exactement dans le cœur de l'église Saint-Martin-des-Champs. Le pendule montre la rotation de la Terre sur elle-même.
Louis-Napoléon Bonaparte avait demandé à Foucault de l'installer au Panthéon en 1851. Il fut exposé lors de l'exposition universelle de 1855 et maintenant il est installé ici. On prend la rue Comté. La pendule de l'école centrale ne comporte que 4 chiffres. On tourne à gauche dans la rue Montgolfier. Voilà des frères qui eux aussi ont contribué au progrès des techniques. J'ouvre la carte et du coup on tourne à droite dans la rue Borda. En retraversant la rue de Turbigo, nous allons prendre la rue des Fontaines du Temple. On croise la rue Volta. Lui, il s'est occupé d'électricité. Superbe architecture parisienne. Rue Sainte-Élisabeth. Nous sommes parvenus dans la rue du Temple. On s'engage le long du square dans la rue Perret. Encore une horloge supplémentaire. Au numéro 18 de la rue Perret, un cadran solaire. Il ne doit pas beaucoup indiquer l'heure aujourd'hui. La pluie, elle tombe dans... On longe le square du Temple. Les immeubles ici sont cossus. Sur la gauche, c'est le carreau du Temple. Sur la droite, c'est la mairie du 3e arrondissement de Paris. Le square du Temple porte également le nom d'Élie Wiesel. On remarque l'horloge de la mairie du 3e arrondissement. On tourne sur la gauche dans la rue de Bretagne. Des petits marchés installés le dimanche. Rue de Saintonge.
On tourne sur la gauche dans la rue de Bellem. On traverse la rue de Poitou. Charmant petit pâté de maison. On se retrouve rue Vieille du Temple qu'on traverse. La rue de Bellem se poursuit de ce côté. On tourne à droite dans la rue de Torigny. Ancienne rue Saint-Gervais, elle va nous mener devant le musée Pablo Picasso. Rue Sainte-Anastase. On passe devant le musée Pablo Picasso. Deux arts se télescopent ici. Les locaux du musée sont installés dans l'hôtel Salé. On tourne à gauche dans la rue du Parc Royal. Nous voici à présent dans le Marais. Attends, mets-toi là, les voitures. Rue Elzévir. Rue du Parc Royal. Sur la droite, la rue Payenne. Hôtel de Châtillon. À gauche, le square Georges Quint, 2000 m². Il s'étend sur l'emplacement des anciens jardins de l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Le square, ouvert en 1923, porte le nom de l'ancien conservateur du musée Carnavalet de 1897 à 1914. Au centre, la statue de bronze Île-de-France et d'Aristide Maillol. Tout autour du square se trouvent des vestiges archéologiques de l'histoire de France. Le fronton est l'horloge de l'ancien palais des Tuileries, qui a brûlé pendant la Commune. Élément de décoration de l'ancien hôtel de ville de Paris. Un peu trop mouillé pour jouer aujourd'hui. On sort du square et on prend à gauche la rue Payenne. Ah, elle a fière allure, l'Île-de-France. Le bâtiment à l'arrière, c'est le musée Carnavalet, musée d'histoire de la ville de Paris. À droite, jardin Lazare Racheline. Il y a encore beaucoup à faire. On traverse la rue des Francs-Bourgeois. On va toujours tout droit par la rue Payenne. On va vers la rue Pavée. Cette tour à échauguettes est celle de l'hôtel de Lamoignon. En poursuivant rue Payenne, on trouve d'ailleurs la porte ouverte de l'hôtel de Lamoignon, bibliothèque historique de la ville de Paris.
La route bifurque, on tourne à gauche. La rue pavée s'étant coupée en deux branches, nous suivons à présent la rue Malher. La rue de Malher nous amène à la jonction rue de Rivoli, rue Saint-Antoine. À droite, la célèbre rue des Rosiers. On s'engage à gauche dans la rue Saint-Antoine. Rue de Sévigné sur la gauche. Et encore une belle horloge, tout juste restaurée. Saint-Louis. Intérieur de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Pietà, Vierge de douleur. Façade, le dôme, les chapelles ont été restaurés par la ville de Paris en 2016. On tourne à droite dans la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine file vers la Bastille. On tourne sur la droite dans la rue Saint-Paul. On tourne aussitôt à gauche dans la rue Neuf-Saint-Pierre. Au-dessus des maisons, le dôme de l'église Saint-Paul-Saint-Louis se détache. On poursuit jusqu'au bout de la rue Neuf-Saint-Pierre, jusqu'à la rue Beautreilly.
Parvenu rue Beautreilly, on tourne sur la droite. Nous allons voir une vieille horloge. Sur un immeuble moderne a été plaquée une horloge ici de 1850. Il s'agit de l'horloge au Dauphin de l'ancien hôtel Raoul, 1850, fabriqué par Perret. On tourne à gauche dans la rue des Lions-Saint-Paul. En face, le bâtiment de la garde républicaine. On s'engage à droite dans la rue du Petit Musc. Nous arrivons au quai des Célestins. Quand on pense que dans ce quartier se trouvait autrefois l'hôtel Saint-Paul de Charles V et Charles VI, il trouverait cela bien changé. Le lycée Massillon ne manque pas d'allure. Nous sommes parvenus au débouché du boulevard Henri IV. On s'engage dans la rue de Sully qui s'accorde très bien avec Henri IV. Voici la bibliothèque de l'Arsenal. Dans la première moitié du XIXe siècle, la bibliothèque de l'Arsenal fut dirigée par Charles Nodier, l'auteur de La Fée aux miettes, ami d'Alexandre Dumas père. Au bout de la rue de Sully, on tourne dans la rue Mornay sur la gauche. On se rapproche du bassin de l'Arsenal. Nous allons franchir le bassin de l'Arsenal par une passerelle métallique. Le bassin de l'Arsenal en octobre. D'ici, on peut voir la colonne de Juillet, place de la Bastille. Vers la Seine. Le bassin de l'Arsenal est une dépendance du canal Saint-Martin. Une continuité. Presque en face de la passerelle, on prend la rue Jules César.
La rue Jules César ne présente pas grand intérêt. À l'extrémité, voici la rue de Lyon. Un peu plus loin, l'avenue Daumesnil et le viaduc au sommet duquel on peut prendre la promenade Plantée. Sous les arcades des boutiques. C'est par un escalier qu'on accède à la promenade Plantée. Avenue Daumesnil que nous traversons. La promenade Plantée a pris le nom de Coulée Verte René Dumont. Il s'agit d'un agronome décédé en 2001. La Coulée Verte ou promenade Plantée traverse le 12e arrondissement, empruntant le trajet d'une ancienne voie ferrée dont le trafic a cessé en 1969. Elle surplombe l'avenue Daumesnil du haut du viaduc des Arts jusqu'au jardin de Reuilly, puis rejoint la porte d'Oreille. Difficile de croire que nous sommes au sommet d'un viaduc. Côté avenue Daumesnil. Ces habitations sont situées juste à côté du viaduc. Pour les randonneurs, toutes les distances sont indiquées. Le viaduc, quant à lui, se prolonge jusqu'au jardin de Reuilly. Vers la gare de Lyon. Ce sera le terme de notre circuit. Mais nous n'avons pas tout vu, poursuivons sur cette promenade Plantée. Un alignement de ginkgo biloba. Encore du chèvrefeuille. Les habitats ouvriers du XXe siècle.
vis-à-vis. Une arche végétale. Nous allons descendre dans la rue Hector Malot pour nous rendre au marché d'Aligre. Ce que c'est que la technique moderne. Nous voici dans la rue Hector Malot, cet écrivain normand qui a écrit Sans famille. Au bout, on tourne à gauche dans la rue de Charenton. Ensuite, on tourne à droite dans la rue d'Aligre pour arriver place d'Aligre. Un quartier populaire. Voici la place d'Aligre. Et voici le marché en travaux. Ce sont des religieuses qui ont installé ici un marché en 1777. Ces travaux inattendus nous empêchent de voir l'horloge du marché d'Aligre. On s'engage à gauche dans la rue Emilio Castellar. On tourne à gauche dans la rue Charles Baudelaire pour se rapprocher de la gare de Lyon. On s'engage dans la rue Abel. On regrette qu'il n'y ait pas de rayon de soleil, car le jeu du vert et du orange serait encore plus saisissant. Nous arrivons au niveau des habitats ouvriers du XXe siècle. Voici le viaduc des Arts avec la coulée verte à son sommet.
On franchit le viaduc et l'avenue Dauménil. On poursuit dans la rue Abel, vers la gare de Lyon. Nous apercevons la dernière horloge de notre parcours. La tour de l'horloge, d'une hauteur de 67 mètres, a été restaurée en 2005. Il y eut en 1847 une première gare dite de l'Embarcadère qui reliait Paris à Tonnerre, en Bourgogne. En avril 1901, Émile Loubet a inauguré la nouvelle gare de Lyon. C'est l'architecte Marius Toudoir qui a conçu cette nouvelle version. Il a déjà réalisé la gare Saint-Jean à Bordeaux. Comme il est 14h10, les deux aiguilles se confondent. Mais il y en a bien deux, l'une de 4 mètres et l'autre de 2,80 m. Pesant respectivement 38 et 26 kg. Ici se termine le circuit des horloges de Paris.